À la sortie du cinéma, deux jumeaux tirent la main de leur mère adoptive et murmurent que ce jeune milliardaire célèbre leur ressemble. Désemparées, elles regardent le milliardaire et restent sans voix en comprenant la vérité. L'odeur de pop-corn flottait encore dans l'air lorsqu'Anne Laurent poussa la lourde porte vitrée du cinéma Lumière. Les jumeaux de 4 ans, Thomas et Paul, sautillaient joyeusement à ses côtés, leur rire résonnant dans le hall alors qu'ils discutaient des aventures du film qu'ils venaient de voir. « Maman, tu as vu Quand le dragon ?» commença Thomas, ses yeux bruns brillants d'excitation. « Et après il ?» compléta Paul dans une synchronisation parfaite qui faisait toujours sourire Anne. C'est alors que l'agitation gagna le hall. Un murmure grandissant poussa Anne à serrer instinctivement les mains des garçons. Mark Bennett, le jeune milliardaire célèbre pour ses actions philanthropiques, traversait la salle entouré de quelques assistants. À 30 ans, il dégageait une présence magnétique qui attirait tous les regards. « Par ici, Monsieur Bennett », indiqua l'un de ses conseillers en lui montrant le chemin vers une salle VIP, probablement pour un événement privé. Les jumeaux s'arrêtèrent net, leurs petites têtes se tournant à l'unisson pour observer l'homme qui passait. Anne était habituée à ces arrêts soudains. Les jumeaux ne partageaient pas seulement une apparence identique, mais aussi une curiosité insatiable pour le monde. « Regarde, maman !» s'exclama Thomas en tirant sur le pan de son manteau beige. « Il nous ressemble !» ajouta Paul, son visage illuminé par un sourire dévoilant la petite place vide, laissée par une dent de lait tombée récemment. Anne suivit le regard de ses fils et sentit son cœur rater un battement. Mark Bennett se tenait à quelques mètres d'eux, discutant avec ses assistants. Mais ce n'était pas son allure imposante ou son charisme qui donnait à Anne l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. C'étaient à ses yeux. Ces mêmes yeux bruns profonds qui la fixaient chaque matin, en double, lorsqu'elle réveillait ses garçons. La même forme de visage, le même sourire légèrement de travers que Thomas affichait quand il préparait une bêtise. Même la façon dont les cheveux bruns de Mark Bennett retombaient sur son front, un peu rebelle, reproduisait exactement le défi quotidien auquel Anne faisait face en coiffant les jumeaux. Un court instant, Bennett jeta un regard dans leur direction. Son regard passa sur les jumeaux sans signe particulier de reconnaissance, seulement un sourire poli qu'il devait probablement offrir à tous ses admirateurs. Mais ce bref moment suffit à Anne pour constater, avec une lucidité dévastatrice, la ressemblance frappante entre lui et ses fils. « On peut lui parler, maman ?» demanda Paul, déjà prêt à avancer d'un pas. Anne sentit sa gorge se serrer. Ses mains, d'ordinaire si sûres quand elle tenait celles de ses enfants, tremblaient légèrement à présent. « Pas aujourd'hui, mes chéris », réussit-elle à murmurer, sa voix lui semblant bizarre à ses propres oreilles. « Il a l'air occupé et vous devez encore prendre votre bain avant le dîner. » Les protestations des garçons lui parvinrent de loin, comme si elles venaient d'un autre monde. Anne les conduisit rapidement hors du cinéma, son pilotage automatique de mère prenant le dessus, tandis que son esprit tournait dans un tourbillon de pensées et de possibilités qu'elle n'osait pas encore formuler. Dans le métro, pendant que les jumeaux jouaient à compter les stations jusqu'à la maison, Anne observait leurs reflets dans la vitre sombre. Comment avait-elle pu ne pas remarquer plus tôt? La ressemblance était si évidente, si criante, qu'il lui semblait désormais impossible de l'ignorer. « Maman, tu es triste ?» La voix de Thomas la ramena à la réalité. Ses yeux, ces mêmes yeux, la regardaient avec inquiétude. « Non, mon chéri », sourit Anne avec effort, les attirant tous deux contre elle. « Je pensais juste au délicieux dîner que nous allons préparer. » Dans son appartement du 5e arrondissement, les murs ornés de dessins colorés et de photos de moments heureux semblaient à présent dissimuler un secret dont elle n'avait jamais eu conscience. Tandis qu'elle préparait le dîner avec les garçons aidant, de la manière chaotique propre aux enfants de 4 ans, Anne ne pouvait s'empêcher de repenser à la rencontre au cinéma. Durant le bain des garçons, chaque geste routinier amenait de nouvelles révélations. La façon dont Thomas fronçait les sourcils lorsque le shampoing menaçait de lui piquer les yeux, identique à l'expression qu'elle avait vue chez Bennett. La manière dont Paul mordillait sa lèvre inférieure en se concentrant sur son canard en caoutchouc, un tic qu'elle venait d'apercevoir chez le milliardaire. Après avoir mis les jumeaux au lit, 2 histoires, 3 verres d'eau et d'innombrables bisous plus tard, Anne s'écroula sur son canapé. Ses mains tremblaient alors qu'elle tapait le nom de Mark Bennett sur sa tablette. Image après image,
Elle trouva la confirmation de ce que son cœur savait déjà. Il ne s'agissait pas de simples ressemblances superficielles. C'était comme si quelqu'un avait pris l'ADN de Mark Bennett pour en faire la copie conforme dans ses garçons. Ses garçons. Cette pensée lui noua l'estomac. Le bruit de petits pas la fit rouvrir les yeux. Paul se tenait sur le pas du couloir, serrant fermement son ours en peluche contre sa poitrine. « Maman, pourquoi cet homme du cinéma nous ressemblait tant ?» demanda-t-il d'une voix ensommeillée. Anne sentit son cœur se serrer. « Parfois, les gens se ressemblent, mon chéri. C'est juste une coïncidence, » répondit-elle, s'efforçant de garder une voix stable tout en ouvrant ses bras pour accueillir son fils. Alors qu'elle berçait Paul pour qu'il se rendorme, Anne sentit des larmes silencieuses couler sur ses joues. Qu'est-ce que cette découverte signifierait pour sa famille, pour ses garçons, pour ce lien précieux qu'ils avaient construit? Dans la chambre des jumeaux, contemplant leur respiration calme dans leur sommeil, Anne fit une promesse silencieuse. Quoi qu'implique cette découverte, elle protégerait le bonheur de ses fils de toutes ses forces. Mais en refermant doucement la porte de leur chambre, elle ne pouvait se défaire de l'impression que sa vie venait de changer de façon irréversible. Sur son téléphone, une notification clignota. Mark Bennett serait en couverture du prochain numéro du magazine Forbes, mettant en avant son tout nouveau projet social en faveur des enfants orphelins. Anne fixa l'écran, sentant le poids du destin entre ses mains. Cette rencontre fortuite en ce dimanche après-midi avait semé en elle une graine de vérité qu'elle savait ne pas pouvoir ignorer éternellement. Anne resta éveillée bien après que l'horloge du salon eut annoncé 2 heures du matin. La rencontre inattendue avec Mark Bennett au cinéma avait déclenché une avalanche de souvenirs qu'elle ne parvenait pas à endiguer. Assise dans son fauteuil préféré, une tasse de camomille déjà froide à la main, elle se laissa plonger dans son passé. Il y a 4 ans, le foyer Saint-Michel était sa seconde maison. Assistante sociale depuis plus d'une décennie, Anne avait été témoin de centaines d'histoires, certaines avec une fin heureuse, d'autres moins. Jamais elle n'aurait imaginé qu'un matin pluvieux d'octobre, son propre destin commencerait à s'écrire. « Tu dois te reposer davantage, Anne », avait dit Clara ce matin-là, remarquant les cernes de sa jeune collègue. Clara Dubois, la soixantaine, les cheveux gris toujours tirés en un chignon élégant, était plus qu'une mentor. Elle était la mère qu'Anne avait perdue bien trop tôt. Le café fumant que Clara venait de servir était encore intact lorsqu'on frappa avec insistance à la porte d'entrée, faisant écho dans le couloir silencieux. Anne se souvenait avoir échangé un regard inquiet avec Clara avant de se lever. Recevoir des bébés abandonnés n'était pas rare, mais quelque chose dans ses coups sonnait différemment. En ouvrant la porte, elle découvrit une jeune femme trempée par la pluie. Ses yeux verts, encadrés de mèches sombres échappées d'une capuche détrempée, exprimaient un mélange de désespoir et de détermination. Dans ses bras, un panier en osier recouvert d'une couverture bleu clair. « S'il vous plaît ?» La voix de la jeune femme tremblait. « Ils doivent rester ensemble. Ce sont des jumeaux. Ils ne peuvent pas être séparés. » Avant qu'Anne ait pu réagir, le panier fut déposé dans ses bras. La jeune femme hésita un instant qu'Anne allait repasser des milliers de fois dans sa tête les années suivantes. Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme si elle voulait dire quelque chose de plus, mais seule une larme coula sur sa joue avant qu'elle ne disparaisse sous la pluie battante. Dans le panier, 2 bébés dormaient profondément, leurs minuscules doigts entrelacés comme si, même endormis, ils avaient besoin de s'assurer de la présence l'un de l'autre. Anne sentit quelque chose se briser et se reconstruire à l'intérieur d'elle à cet instant précis. « Mon Dieu !» murmura Clara apparaissant à ses côtés. « Ils sont parfaits. » Les procédures habituelles furent suivies. Examens médicaux, déclaration à la police, recherche d'informations. Les bébés étaient en bonne santé, bien nourris, âgés d'environ 3 mois. Dans le panier, en plus de la couverture bleue, il n'y avait qu'un médaillon en argent avec une inscription partiellement effacée et un petit mot griffonné à la hâte, « Thomas et Paul. S'il vous plaît, gardez-les ensemble. » Elle devait avoir ses raisons, commenta Clara en rangeant les premiers documents. « Tu as vu comment elle les a regardés avant de partir? Ce n'était pas un abandon par désintérêt, Anne. » Dans les jours qui suivirent, Anne se sentit de plus en plus attachée aux jumeaux. Il y avait chez eux quelque chose de magnétique, au-delà de leur beauté identique ou de leur sourire naissant. Entre les biberons et les changes,
Entre les rapports à rédiger et les recherches infructueuses sur la mère biologique, Anne sentait son cœur se transformer. « Tu devrais les adopter », déclara un soir Clara, après avoir observé Anne bercer les bébés pendant des heures. Ce n'était pas une suggestion anodine, mais bien une constatation. « Clara, comment pourrais-je? Je suis célibataire, je travaille à plein temps. J'ai à peine le temps de m'occuper de moi, » protesta Anne, mais sa voix la trahit, tremblant d'espoir. « Et pourtant, regarde-toi, » sourit Clara, montrant les bébés qui dormaient paisiblement dans ses bras. « Tu es déjà leur maman, Anne, il ne te manque plus que le statut légal. » La procédure d'adoption fut une véritable montagne russe émotionnelle. En tant qu'assistante sociale, Anne connaissait chaque étape, chaque formulaire, chaque entretien. Mais se retrouver de l'autre côté de la barrière était une expérience totalement différente. Clara fut son pilier, usant de son influence acquise pendant des décennies pour accélérer le processus dès que possible. Tu as une stabilité financière, de l'expérience avec les enfants, un réseau de soutien solide, arguait Clara lors des réunions du conseil. Et plus important encore, tu as de l'amour à donner. Tout en revivant ses souvenirs, Anne reprit sa tablette. Sur l'écran, le visage de Mark Bennett la regardait depuis des dizaines de photos. C'était surréaliste de constater à quel point chaque image révélait désormais une nouvelle similitude avec ces garçons. Elle commença à lire sur son passé, et chaque détail semblait être une pièce de plus s'imbriquant dans un puzzle plus vaste. Mark Bennett avait été abandonné à l'âge de 5 ans dans des circonstances mystérieuses. Adopté par la famille Bennett, héritière d'un empire pharmaceutique en déclin, le jeune prodige montra rapidement sa valeur. À 18 ans, il développait déjà des brevets qui allaient révolutionner le marché. À 25 ans, il transformait l'entreprise familiale en une puissance mondiale. Project Racines, lut-Anne à voix haute. L'initiative de Mark pour rénover les orphelinats et moderniser le système d'adoption français était sa marque de fabrique. Dans ses interviews, il citait toujours sa propre expérience comme motivation. Chaque enfant mérite une chance de réécrire son histoire. Un article en particulier attira son attention. 5 ans auparavant, Mark s'était retrouvé au cœur d'un conflit public avec son père adoptif, Gérard Bennett, au sujet de la direction de l'entreprise. Tandis que Gérard voulait se concentrer exclusivement sur les profits, Mark insistait pour investir dans des projets sociaux. « L'argent n'est pas tout, papa », avait déclaré Mark lors d'une assemblée d'actionnaires, d'après l'article. Certaines dettes ne se paient pas en euros. Anne fit une pause dans sa lecture lorsqu'elle entendit des pas dans le couloir. Paul apparut à la porte, traînant sa couverture bleue, la même qui l'avait accompagné à l'orphelinat 4 ans plus tôt. « Je n'arrive pas à dormir, maman », murmura-t-il en grimpant sur ses genoux. « Je pense à l'homme du cinéma. » Le cœur d'Anne s'emballa. « Pourquoi, mon chéri ?»« Il avait les mêmes yeux que Thomas et moi, » répondit Paul avec la simplicité d'un enfant de 4 ans. « Pourquoi certaines personnes nous ressemblent, maman ?» La question innocente heurta Anne comme un coup de poing. Comment expliquer la génétique à un enfant? Comment parler de ressemblance familiale lorsque l'histoire même de leurs origines était entourée de mystères? « Parfois, c'est juste une coïncidence, mon amour, » répondit-elle en l'embrassant sur le front. « Maintenant, on retourne au lit ?» Après avoir recouché Paul, Anne retourna dans sa chambre et ouvrit sa boîte à souvenirs. Une ancienne boîte à chaussures où elle conservait les trésors des premières années avec les jumeaux. Le médaillon en argent était toujours là, ainsi que le mot original et les premiers chaussons de chacun. Ses mains tremblèrent en saisissant le médaillon. À la lueur de la lampe de chevet, elle plissa les yeux pour tenter une énième fois de déchiffrer l'inscription effacée. « Pour S toujours » était tout ce qu'elle parvenait à distinguer. S'agissait-il de S pour Sophie? Était-ce le nom de la mystérieuse jeune femme aperçue sous la pluie? Le son de son téléphone la fit sursauter. C'était un message de Clara. « Je n'ai pas pu dormir en pensant à ce que tu m'as dit. Viens plutôt demain à l'orphelinat, nous devons parler. » Clara disait toujours qu'il n'existait pas de coïncidence dans l'univers, seulement des rendez-vous fixés par le destin. Anne regarda la photo la plus récente des jumeaux sur sa table de chevet. Les sourires identiques, les yeux expressifs, les cheveux rebelles si semblables à ceux de Mark Bennett. Ses réflexions furent interrompues par un bruit provenant de la chambre des garçons. Cette fois, c'était Thomas, debout sur le pas de la porte avec son ours en peluche. « J'ai fait un rêve bizarre, maman, » dit-il en se frottant les yeux. « J'ai rêvé que l'homme du cinéma nous cherchait. »
Anne sentit un frisson parcourir son dos. « Ce n'était qu'un rêve, mon amour, » répondit-elle, mais sa voix trembla légèrement. Allongée entre les jumeaux dans son lit king size, parce que ces nuits ou spéciales, elle cédait toujours à leur demande de dormir ensemble, Anne observa leurs visages endormis. Chaque trait, chaque expression portait désormais un nouveau sens. Elle se souvenait de sa première année comme mère célibataire. Les nuits blanches, les doutes constants, la peur de ne pas être à la hauteur, mais aussi leurs premiers mots. Ils avaient dit « maman » le même jour, leur premier pas, fait en se tenant la main, leur premier rire, toujours en duo. Clara avait été essentielle dans ce parcours. Être mère, c'est apprendre à danser sous la pluie, avait-elle coutume de dire, et Anne avait appris entre les biberons et les rapports sociaux, entre les réunions de travail et les visites chez le pédiatre, entre les peurs et les joies. À présent, 4 ans plus tard, cette même pluie qui lui avait apporté les jumeaux semblait vouloir raconter une nouvelle histoire. La rencontre avec Mark Bennett ne pouvait pas être une simple coïncidence. Les ressemblances étaient trop flagrantes, les liens trop précis. Anne savait qu'elle devait creuser davantage. Pour ses enfants, pour cette jeune femme mystérieuse qui les avait confiés, et peut-être même pour Mark Bennett qui consacrait sa vie à aider des orphelins sans savoir qu'il pouvait avoir lui-même des enfants quelque part. Il était 4 heures du matin quand le sommeil commença enfin à la gagner. Thomas se blottit un peu plus contre elle, murmurant quelque chose dans son rêve. De l'autre côté, Paul tenait fermement sa couverture bleue, le dernier lien avec son passé mystérieux. Anne ferma les yeux, mais son esprit restait en éveil. Le lendemain, elle parlerait à Clara. Ensemble, elle pourrait peut-être résoudre ce mystère. Pour l'instant, elle se contenta de sentir la respiration légère de ses fils, de remercier la pluie qui les lui avait amenés, et de prier pour avoir la force d'affronter tout ce que le destin réservait à sa petite famille. Au mur, l'horloge continuait son tic-tac régulier, comme si elle comptait non seulement les heures, mais aussi les secrets que le temps finirait par dévoiler. Et dehors, la pluie reprenait, apportant l'écho d'un matin d'il y a 4 ans, lorsque 2 vies précieuses lui avaient été confiées. Le lendemain promettait d'être le début d'un chemin qui changerait leurs vies à tous. Mais pour l'instant, dans ce moment suspendu entre la nuit et l'aube, Anne n'était qu'une mère serrant ses enfants dans ses bras, les protégeant des cauchemars et des coïncidences troublantes, tandis que ses propres rêves se mêlaient à des souvenirs et des possibilités encore inexplorées. Le changement commença subtilement, comme les premières gouttes de pluie avant une tempête. Anne le remarqua d'abord dans les dessins que Thomas rapporta de l'école, une famille inhabituellement nombreuse par rapport à ses habitudes. En plus de lui-même, de Paul et d'Anne, on voyait une silhouette haute en arrière-plan à moitié colorée, comme une ombre hésitante. « Qui est-ce, mon chéri ?» demanda Anne, essayant de garder une voix neutre en accrochant le dessin sur le réfrigérateur. Thomas haussa les épaules, gardant les yeux baissés. « Je ne sais pas, parfois je rêve de lui. » 2 semaines s'étaient écoulées depuis la rencontre au cinéma avec Mark Bennett, et les jumeaux semblaient différents. Anne les surprenait de plus en plus souvent en train de chuchoter entre eux, s'interrompant dès qu'elle approchait. Dans leur jeu, de nouveaux personnages apparaissaient, des figures paternelles qu'ils n'avaient jamais mentionnées auparavant. Un après-midi, en allant chercher les garçons à l'école, la maîtresse, Amélie, l'appela pour lui parler. « Les jumeaux ont fait quelque chose de mal ?» s'inquiéta Anne, sentant son cœur se serrer comme à chaque fois qu'on lui demandait de discuter. « Non, non », répondit Amélie avec un sourire bienveillant. « Mais j'ai remarqué quelques changements intéressants dans leurs travaux. » Elle tendit une pile de dessins. Cette semaine, notre thème était « Les familles » et « Vous voudrez peut-être jeter un coup d'œil ». Les dessins racontaient une histoire silencieuse. Dans chacun d'eux, la figure masculine en arrière-plan devenait plus précise. Sur le dernier, Paul avait collé une photo découpée dans un magazine, représentant sans équivoque Mark Bennett. « Ils parlent beaucoup d'un homme qu'ils ont vu au cinéma », commenta doucement Amélie. « C'est normal que des enfants de cet âge commencent à se poser des questions sur leurs origines. » Anne déglutit, rangeant les dessins dans son sac. « Oui, c'est naturel », parvint-elle à répondre. Mais son esprit était déjà à 1000 lieues d'ici. À la maison, elle trouva les jumeaux assis par terre dans leur chambre, leurs têtes penchées ensemble sur ce qui semblait être un magazine. « Qu'est-ce que vous regardez ?» demanda-t-elle, faisant sursauter les deux. « Que rien !» répondirent-ils en chœur,
Paul glissant rapidement le magazine sous le lit. Leur synchronisation, qui d'ordinaire la faisait sourire, ne fit qu'amplifier ce soir son inquiétude. Plus tard dans la soirée, après avoir couché les garçons, Anne récupéra le magazine. C'était un ancien numéro de Forbes avec Mark Bennett en couverture. Son estomac se noua en voyant les pages marquées, les petites empreintes de doigts autour du visage si ressemblant à celui de ses enfants. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Paul posa la question qu'elle redoutait. « Maman, pourquoi on n'a pas de papa ?» La cuillère de Thomas resta suspendue au milieu de son bol de céréales et ses yeux fixèrent sa mère, attendant la réponse. Anne prit une profonde inspiration, se rappelant les conseils de Clara sur l'honnêteté adaptée à l'âge. « Toutes les familles sont différentes, mes chéris. Certaines ont un papa et une maman, d'autres seulement une maman, d'autres seulement un papa. Mais pourquoi la nôtre, c'est juste toi ?» insista Thomas, sa cuillère oubliée dans le bol. « Parce que c'est comme ça que notre famille s'est formée, » répondit Anne, sentant son cœur se serrer. « Quand vous êtes arrivés, c'est l'amour qui nous a unis. Mais avant toi, » commença Paul hésitant, « quelqu'un ne nous voulait pas ?» La question frappa Anne comme un coup de poing. Elle se leva rapidement pour les prendre dans ses bras. « Vous avez toujours été aimés, » affirma-t-elle avec conviction. « Parfois, les gens doivent prendre des décisions difficiles par amour. » Plus tard ce jour-là, au foyer Saint-Michel, Anne retrouva Clara dans leur bureau commun. « Il pose des questions, Clara, » dit-elle en s'effondrant sur une chaise. « Et après avoir vu Mark Bennett, comment puis-je continuer à éviter la vérité ?» Clara ôta ses lunettes, observant Anne avec ce regard sage qui semblait lire en elle. « La vérité a son propre timing, ma chérie, mais les mensonges, même bien intentionnés, finissent par prendre racine et devenir amers. »« Est-il » Anne hésita, la voix tremblante. « Et s'il veut les emmener loin de moi ?»« Anne Laurent, » dit fermement Clara, « ces garçons sont tes fils. Aucun juge au monde ne nierait l'amour et la stabilité que tu leur as donnés. Mais ils ont droit à leur histoire. » Ce soir-là, Anne trouva les jumeaux éveillés bien après leur heure de coucher, chuchotant dans leur lit. « Vous croyez qu'il sait pour nous ?» demandait Paul. « Peut-être qu'il nous cherche, » répondit Thomas. Comme dans le film de la princesse disparue, Anne sentit son cœur se briser. Appuyée contre le mur du couloir, des larmes silencieuses coulèrent sur ses joues. Comment expliquer la complexité du monde adulte à des esprits si jeunes? Comment protéger leur innocence sans leur nier leur propre histoire? Le lendemain, pendant le bain, Thomas dessina sur la buée du miroir 3 personnages se tenant la main et un 4e, plus grand, flottant au-dessus d'eux comme un gardien. « C'est encore lui ?» demanda doucement Anne. Thomas acquiesça. « Parfois j'ai l'impression qu'il nous cherche, maman, comme s'il avait aussi un vide dans le cœur, comme nous. » Anne le prit dans ses bras, se mouillant les vêtements avec l'eau du bain. Comment expliquer que l'homme qui hantait leurs rêves d'enfant ignorait peut-être jusqu'à leur existence? Plus tard, dans sa chambre, Anne tourna et retourna le médaillon entre ses doigts. L'inscription partiellement effacée semblait la narguer. Pour S, toujours. Qui était Sophie? Qu'est-ce qui l'avait poussée à laisser 2 bébés parfaits un matin de pluie? Et pourquoi 4 ans plus tard, le destin insistait-il pour lier leur vie à celle de Mark Bennett? Son téléphone vibra, un message de Clara. « J'ai trouvé quelque chose dans les vieux dossiers. Viens tôt demain. » Anne jeta un œil à la photo des jumeaux sur sa table de chevet. Leurs sourires identiques, si proches de celui de Mark Bennett, semblaient recéler des secrets qu'elle commençait seulement à découvrir. Le bruit de petits pas l'alerta quelques secondes avant que la porte ne s'ouvre. Thomas et Paul entrèrent, chacun serrant son ours en peluche. « On n'arrive pas à dormir, » murmura Paul. « On peut rester avec toi, » compléta Thomas. Anne leur fit de la place dans son lit, les accueillant avec tendresse. Alors qu'ils se blottissaient, leur respiration redevenant peu à peu régulière, elle fit une promesse silencieuse. Elle trouverait des réponses à leurs questions, même si cela signifiait affronter ses propres peurs. Pour l'instant, elle les serra simplement plus fort, sachant que demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles interrogations et peut-être le début d'une vérité qui changerait leur vie à jamais. Le téléphone de Clara clignotait sans relâche sur l'écran d'Anne, alors qu'elle traversait les rues encore sombres de Paris. « J'ai trouvé quelque chose. Viens maintenant. » Il était 5 heures du matin et le ciel commençait à peine à s'éclaircir. Elle avait confié les jumeaux à sa voisine Marie, une retraitée qui l'aidait souvent en cas d'urgence,
prétextant une crise au travail qui nécessitait sa présence immédiate. Pendant le trajet, son esprit oscillait entre le présent et le passé. Les questions des jumeaux ces derniers jours résonnaient en boucle. Pourquoi on n'a pas de papa? D'où on vient? Pourquoi cet homme nous ressemble tant? Chacune de ces questions était comme une lame lui rappelant que certaines vérités ne pouvaient rester enfouies éternellement. Le foyer Saint-Michel se dressait devant elle, imposant sous le ciel qui pâlissait, ses murs anciens recélant d'innombrables récits de séparation et de retrouvailles. Anne connaissait chaque recoin de cet endroit, chaque grincement du plancher, chaque odeur particulière qui en faisait un lieu unique. Mais ce matin, tout semblait différent, comme si le bâtiment lui-même savait que d'importants secrets allaient être révélés. Clara l'attendait déjà à l'entrée, son chignon habituellement impeccable contrastant avec ses cernes profondes, témoins d'une nuit blanche. Même après tant d'années, Anne était toujours impressionnée par le dévouement de sa mentor. Clara était plus qu'une collègue. Elle était une seconde mère, une confidente, quelqu'un qui semblait toujours savoir quoi faire dans les moments les plus délicats. « J'ai passé la nuit dans les archives », déclara Clara sans détour, guidant Anne jusqu'à son bureau. Quelque chose dans ce que tu m'as raconté à propos de Mark Bennett a ravivé un souvenir que j'avais enfoui, un détail que j'avais omis à l'époque. Le bureau était en plein chaos organisé. Des piles de documents anciens recouvraient chaque surface disponible. Des post-it colorés marquaient certaines pages et des plans de Paris étaient accrochés au mur. Au centre de la table, un dossier jauni par le temps attirait immédiatement l'attention. « Te souviens-tu exactement de ce matin-là » demanda Clara en s'asseyant. Le jour où elle a déposé les jumeaux, Anne ferma un instant les yeux. Comment aurait-elle pu oublier? Il pleuvait beaucoup, commença-t-elle. Une pluie battante, du genre à laver l'âme. Elle était trempée, elle grelottait. « Oui » l'interrompit Clara doucement. « Mais il y a quelque chose que tu ignores. Quelque chose qui s'est produit après que tu aies emmené les bébés à l'intérieur. » Clara ouvrit le dossier avec un soin presque religieux, comme si elle manipulait un texte sacré. Quand la jeune femme a laissé les jumeaux, nous avons fait ce qu'on fait toujours, consigner tout ce qu'on a trouvé avec eux, la couverture bleue, le médaillon que tu conserves toujours. Qui a cette inscription partiellement effacée, compléta Anne. Exactement. Mais ce jour-là, pendant que tu t'occupais des bébés, Jacques, notre gardien, a trouvé quelque chose dans le jardin, près du portail principal. Clara tendit une feuille plastifiée. C'était une carte d'étudiant, partiellement détruite par la pluie. La photo était quasiment méconnaissable, effacée, mais un nom restait lisible, comme un murmure du passé. Sophie Durand, doctorante en littérature comparée, Sorbonne. Anne sentit ses jambes flancher, reconnaissante d'être assise. « Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit ?» Clara poussa un long soupir, retirant ses lunettes pour essuyer les verres, un geste qu'Anne savait être un signe de nervosité. Parce que quand nous avons essayé de la retracer, nous avons découvert qu'elle avait interrompu ses études brutalement. L'adresse notée était fausse, et elle semblait avoir disparu complètement. C'était comme poursuivre un fantôme. Clara se leva, se dirigeant vers la vieille cafetière dans le coin de la pièce. L'arôme du café frais emplit la pièce tandis qu'elle poursuivait. « Mais hier, après que tu m'aies parlé de Mark Bennett et de la réaction des jumeaux en le voyant, quelque chose a commencé à me travailler. J'ai passé la nuit à éplucher les événements universitaires d'il y a 5 ans, en particulier ceux liés à la fondation Bennett. » Elle alluma son ordinateur, ouvrant la page d'un ancien journal universitaire. Le titre, jauni par le temps digital, annonçait « La fondation Bennett promeut un colloque sur la littérature et la transformation sociale ». Sur la photo accompagnant l'article, plusieurs universitaires entouraient un jeune Mark Bennett, son sourire, ce même sourire que voyait Anne en double chaque matin, illuminant la caméra. Et là, presque cachée dans le coin de l'image, c'était elle. Plus jeune, plus insouciante, avec ses yeux verts brillants qu'Anne n'avait aperçu qu'un instant ce matin-là sous la pluie. Le colloque a eu lieu exactement 9 mois avant la naissance des jumeaux, commenta Clara doucement, tendant une tasse de café à Anne. Et ce n'est pas tout. Regarde ça. Elle ouvrit une autre page. C'était un blog académique archivé contenant les résumés des interventions du colloque. Le nom de Sophie Durand sauta aux yeux d'Anne. Récit de traumatisme et de guérison. La littérature comme pont vers la rédemption. Son travail portait sur la façon dont les histoires
peuvent aider les gens à surmonter des traumatismes familiaux, expliqua Clara. Plus précisément, elle étudiait l'impact de la perte parentale précoce sur le développement émotionnel. Anne ressentit un frisson parcourir son dos. « Tu as réussi à savoir où elle se trouve aujourd'hui ?» Clara hocha la tête, glissant un papier avec une adresse notée de sa belle écriture. « Sophie Durand. Elle enseigne la littérature dans un lycée à Versailles depuis 2 ans. D'après mes informations, elle est très appréciée de ses élèves et de ses collègues. » Le monde sembla tourner autour d'Anne. Après 4 ans, elle tenait enfin un nom, un visage, une histoire qui se dessinait. Toutes les pièces du puzzle qu'elle ignorait assembler commençaient à s'imbriquer. « Je dois la voir », déclara-t-elle en se levant d'un bond. « Tince !» Clara lui saisit la main, un regard sincère de préoccupation dans les yeux. « Réfléchis-y bien, cela peut tout changer. Pas seulement pour toi, mais surtout pour les jumeaux. »« Ils posent des questions, Clara. Tu n'as pas vu leurs dessins, tu n'entends pas leurs chuchotements quand ils pensent que je n'écoute pas. Depuis qu'ils ont vu Marc, c'est comme si quelque chose s'était éveillé en eux. Ils ont besoin de réponses. Moi aussi. » Clara observa sa protégée pendant un long moment. « Tu as toujours été la plus courageuse d'entre nous, Anne. Même quand tu avais peur, tu choisissais d'affronter la vérité. » Le trajet jusqu'à Versailles sembla interminable. Anne répéta mentalement 1000 fois ce qu'elle dirait. Comment elle aborderait un sujet si délicat. Le lycée Saint-Jean était un bâtiment ancien et élégant, typique de la région, avec ses murs de pierre claire et ses hautes fenêtres rappelant une cathédrale. Anne se gara de l'autre côté de la rue, observant les élèves arriver pour le premier cours. Des adolescents en uniforme impeccable gravissaient les escaliers principaux, leurs rires et leurs discussions emplissant l'air frais du matin. Et puis elle la vit. Sophie Durand avait changé en 4 ans. Ses cheveux, autrefois longs, étaient recoupés au carré, et une maturité nouvelle transparaissait sur son visage, un aplomb dans sa démarche en totale rupture avec la jeune femme effrayée qu'Anne se rappelait. Mais ses yeux verts qu'Anne avait vus emplis de larmes un matin de pluie, n'avaient pas changé. Anne attendit la pause entre les cours, le cœur battant si fort qu'il menaçait de sortir de sa poitrine. C'est d'un pas qui ne lui semblait pas être le sien qu'elle traversa la cour jusqu'à la salle des professeurs. Sophie était seule, en train de trier des copies sur son bureau. « Mademoiselle Durand !» Sophie leva les yeux, un sourire professionnel sur les lèvres qui s'évanouit instantanément en la reconnaissant. Le sang quitta son visage, et pendant un instant, Anne crut qu'elle allait s'évanouir. Là qu'une sa voix se brisa, ses doigts agrippant le rebord du bureau à en blanchir les jointures. « Je sais qui vous êtes. » Anne referma doucement la porte derrière elle. Le silence qui s'ensuivit était lourd, chargé de 4 années de questions sans réponse, de secrets gardés, de destins mêlés par le hasard. « Nous devons parler, » dit finalement Anne, sa voix plus assurée qu'elle ne se sentait. Un instant, il sembla que Sophie allait fuir. Son regard glissa vers la porte, ses mains tremblèrent visiblement. Mais soudain, comme si une décision invisible venait d'être prise, ses épaules s'affaissèrent en signe de résignation. « Ils vont bien ?» demanda-t-elle dans un souffle si faible qu'Anne l'entendit à peine. De ses doigts légèrement tremblants, Anne sortit son téléphone et ouvrit la galerie de photos. La plus récente montrait les jumeaux au parc, leurs sourires identiques illuminant un après-midi d'automne, Thomas tenant sa voiture préférée et Paul serrant contre lui son éternel ours en peluche. Sophie laissa échapper un sanglot étouffé, ses mains couvrant sa bouche. « Ils ressemblent tellement à leur père », murmura-t-elle, des larmes silencieuses traçant un sillon sur ses joues. « Donc c'est vrai », dit Anne qui n'en faisait pas vraiment une question. « Marc Bennett. » Sophie hocha la tête en s'essuyant les larmes d'un geste qui rappelait Paul lorsqu'il était gêné. « Je ne lui ai jamais dit, je ne savais même pas si je devais. Il est, si important, si concentré sur sa mission. Et moi, j'étais juste une étudiante passionnée de littérature et d'idéaux. « Racontez-moi tout », demanda Anne en s'asseyant sur la chaise en face. « Ils commencent à poser des questions. Je mérite de savoir la vérité. Eux la méritent. » Saï. Sophie se leva brusquement, marchant jusqu'à la fenêtre. Dehors, la cour était vide, mais les échos de rire résonnaient encore dans l'air. C'était lors du colloque littérature et transformation sociale, commença-t-elle, sa voix lointaine comme si elle revivait chaque instant. Je présentais ma recherche sur les récits de traumatisme et de guérison.
C'était un travail très personnel, basé sur mon vécu de la perte. Elle marqua une pause, inspirant profondément. Marc, il a été fasciné par le sujet. Après ma présentation, il est venu me parler. Nous avons passé la nuit entière dans le jardin de l'université à discuter de la façon dont la littérature pouvait changer des vies, comment les histoires pouvaient panser de vieilles plaies. Un sourire triste effleura ses lèvres. C'était magique. Il n'était plus le milliardaire célèbre cette nuit-là, juste un homme passionné désireux de faire la différence. Il m'a raconté son propre passé, comment il avait été abandonné, comment la lecture l'avait sauvé dans les années difficiles à l'orphelinat, comment il rêvait de créer un système qui protégerait vraiment les enfants. Nous nous sommes revus plusieurs fois pendant le colloque. C'était comme vivre un conte de fées. La dernière nuit, il m'a offert ce médaillon. Elle porta la main à son cou par réflexe, là où un espace vide trahissait l'absence de ce bijou. Le médaillon qui était avec les jumeaux, compléta Anne. Oui, c'était un héritage de la famille Bennett. Pour Sophie, à jamais à toi, Omsio était gravé au dos. Il disait que c'était tout ce que sa mère biologique lui avait laissé à l'orphelinat. Sophie revint s'asseoir, ses mains jouant nerveusement avec un crayon. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, il était déjà parti pour une série d'engagements à l'étranger. J'ai essayé de le joindre, mais comment annoncer ça par téléphone? Et puis, la dépression a commencé. Ce n'était pas nouveau pour moi. Ma mère en a souffert toute sa vie, elle. Elle s'est suicidée quand j'avais 12 ans. La peur de reproduire ce schéma, de ne pas être capable de m'occuper correctement d'un bébé, et il y en avait 2, m'a paralysé. Des larmes coulèrent à nouveau. J'ai interrompu mes études. Je me suis isolé. J'ai vécu ma grossesse quasi recluse, terrifié à l'idée de ne pas être la mère qu'ils méritaient. Quand ils sont nés, mon Dieu, ils étaient si parfaits. Mais la peur n'a fait que grandir. La dépression postpartum a été dévastatrice. J'avais du mal à prendre soin de moi, alors de 2 bébés. Pourquoi avoir choisi le foyer Saint-Michel? Demanda doucement Anne. J'ai cherché tous les orphelinats de la région. Le Saint-Michel avait la meilleure réputation. Et quand je t'ai vu ce matin-là, il y avait quelque chose dans ton regard, une bienveillance qui m'a donné de l'espoir. Sophie tourna son regard vers Anne. Je ne me suis jamais pardonné de les avoir abandonnés, mais je n'ai jamais douté d'avoir fait le meilleur choix pour eux. Et après, pourquoi ne pas avoir contacté Marc une fois rétabli? Sophie laissa échapper un rire sans joie. Regarde-le aujourd'hui, un empire bâti sur l'aide aux enfants abandonnés. Comment lui dire que j'ai moi-même abandonné ces enfants? En plus, ils t'ont, toi. J'ai vu les photos, ils sont aimés, heureux. De quel droit irais-je bouleverser tout ça? Anne étudia la femme en face d'elle. Il ne restait rien de la jeune femme apeurée d'il y a 4 ans. À sa place se tenait une personne qui portait ses cicatrices avec dignité, qui avait trouvé une façon de continuer malgré le passé. Je travaille avec des enfants maintenant, poursuivit Sophie, montrant du regard la pile de rédaction sur son bureau. C'est ma façon de me racheter, je suppose. Chaque élève que j'aide, chaque vie que je touche, c'est une petite façon de compenser. J'enseigne la littérature parce que je crois au pouvoir des histoires pour nous aider à comprendre qui nous sommes. Les jumeaux ont vu Marc, reprit Anne. Au cinéma, il y a quelques semaines. Ils ont immédiatement remarqué la ressemblance. Depuis, ils dessinent, ils chuchotent. C'est comme si quelque chose s'était éveillé en eux. Les yeux de Sophie se fermèrent, une larme solitaire coulant sur sa joue. Évidemment, ils sont aussi perspicaces que lui. Ils ont cette même intuition dont Marc faisait toujours preuve. Ils posent des questions, Sophie, sur leurs origines, sur la famille. Je ne peux plus faire semblant de ne pas savoir, surtout maintenant que je vois combien toi et Marc êtes liés à leur histoire. Qu'as-tu l'intention de faire? La question resta en suspens, comme un nuage chargé de pluie. C'était la même question qui tenait Anne éveillée ces dernières nuits, qui résonnait en elle chaque fois qu'elle regardait ses garçons. Je ne sais pas, admit-elle, mais je crois qu'ils méritent de connaître leur histoire, toute leur histoire. Et Marc voudra les rencontrer, assura Sophie. Il peut être beaucoup de choses, mais il n'a jamais fui ses responsabilités. Et plus que ça, ces garçons sont tout ce qu'il a toujours désiré. Une famille. J'ai peur, confessa Anne, la voix brisée. Peur de les perdre. Ils sont toute ma vie. Sophie se leva et contourna le bureau pour s'asseoir à côté d'Anne. Avec hésitation, elle posa doucement sa main sur son bras. Tu es leur mère, Anne,
leur vraie mère, celle qui a été là à chaque instant, chaque fièvre, chaque cauchemar, chaque victoire. Rien ne pourra changer ça. Ni moi, ni Marc, ni personne ne peut effacer le lien que vous avez. La sonnerie annonça la fin de la pause. Les bruits d'élèves regagnant leur salle commencèrent à emplir le couloir. Sophie essuya les dernières traces de larmes, se reprenant visiblement. « Je dois retourner à mes élèves », dit-elle en prenant un papier pour y inscrire quelque chose. « Voici mon numéro. Si, quand tu décideras d'en parler à Marc, j'aimerais être présente. Je le dois à eux, à vous tous. » Anne glissa le papier dans son sac, le sentant plus lourd que du plomb. Le médaillon, pourquoi l'avoir laissé avec eux? Sophie eut un sourire mélancolique. Parce que c'était la seule preuve que cette nuit avait été réelle. Qu'un instant, Marc Bennett et moi avions partagé quelque chose d'authentique. Et peut-être que j'espérais qu'un jour cela les ramènerait à lui. Que le destin trouverait un moyen. En quittant le lycée Saint-Jean, Anne avait l'impression d'avoir vieilli de plusieurs années en seulement quelques heures. La vérité, enfin révélée, pesait sur ses épaules, mais elle ressentait aussi un étrange soulagement. Les pièces du puzzle s'assemblaient finalement, formant un tableau certes complexe mais cohérent. Son téléphone sonna. C'était Clara. « Alors ?» demanda-t-elle. « J'ai trouvé toutes les réponses, » répondit Anne, la voix tremblante. « Et maintenant j'ai encore plus de questions. »« Reviens ici » dit Clara avec cette fermeté réconfortante qui la caractérisait. « Nous devons parler. » Anne leva les yeux vers le ciel. Des nuages sombres s'amoncelaient, annonçant à nouveau la pluie. Comme ce matin, 4 ans plus tôt, lorsque sa vie avait été bouleversée. À présent, elle s'apprêtait à changer encore. Sur son téléphone, la photo des jumeaux la regardait, Thomas et Paul, ses garçons. Les fils de Marc Bennett, le cadeau que Sophie lui avait confié un matin de pluie. La vérité était complexe, douloureuse, mais aussi libératrice. La première goutte de pluie s'écrasa sur le pare-brise alors qu'elle repartait vers Paris. Dans quelques heures, elle irait récupérer les jumeaux chez Marie. Il lui demanderait pourquoi elle avait dû partir si tôt, et pour la première fois en 4 ans, Anne envisageait de leur en dire au moins une partie. Car à présent, elle le savait. Certaines histoires doivent être racontées, aussi difficiles soient-elles. Certaines vérités doivent voir le jour, quelle que soit la tempête qu'elles risquent d'amener. Et peut-être, comme la pluie qui tombait maintenant, cette vérité pourrait laver le passé et nourrir un nouveau départ pour eux tous. La pluie tambourinait sur les fenêtres du foyer Saint-Michel quand Anne revint de son entretien avec Sophie. Clara l'attendait dans son bureau, 2 tasses de thé fumantes sur la table, comme si elle savait exactement ce dont sa protégée aurait besoin après une matinée aussi intense. « Alors c'est vrai », murmura Clara en observant Anne s'asseoir épuisée. « Marc Bennett est le père. » Anne hocha la tête, ses mains tremblant alors qu'elle saisissait la tasse. Sophie a tout confirmé. Le colloque, leur histoire, le médaillon. Comment n'avons-nous rien vu plus tôt, Clara? Les ressemblances sont si évidentes. Parfois, nous ne voyons pas ce qui est sous nos yeux tant qu'on ne nous oblige pas à regarder, répondit Clara, prenant à son tour un dossier sur son étagère. Maintenant, nous devons décider de la suite à donner à ces informations. Des pas dans le couloir interrompirent la conversation. Philippe Dubois, l'avocat qui conseillait régulièrement le foyer et ami personnel de Clara, entra dans la pièce, son costume foncé taché par la pluie. « J'ai demandé à Philippe de venir », expliqua Clara. « Nous devons cerner toutes les implications légales de cette situation. » Philippe posa son attaché-case sur la table, le visage habituellement jovial, désormais grave. Clara m'a fait un résumé. La situation est délicate, pour le moins. « À quel point ?» demanda Anne, redoutant la réponse. « Bennett dispose de ressources quasi illimitées et d'une équipe juridique redoutable, » expliqua Philippe en s'asseyant. S'il décidait de contester l'adoption, il pourrait arguer que ses droits paternels ont été bafoués, qu'on ne lui a jamais donné l'occasion d'exercer sa paternité puisqu'il ignorait l'existence des enfants. « Mais Sophie ne lui a jamais rien dit, c'était son choix, » protesta Anne. « Oui, mais maintenant toi, tu sais, et continuer à taire cette information pourrait être interprété comme de la mauvaise foi par les tribunaux. » Anne se leva brusquement, allant jusqu'à la fenêtre. Dehors, la pluie s'abattait sur le même jardin où Sophie avait laissé ses fils, 4 ans plus tôt. Ses fils. Cette phrase semblait porter un poids nouveau.
Ça n'est pas seulement une question de droits légaux, intervint doucement Clara. C'est aussi une question éthique. Les garçons ont le droit de connaître leurs origines, leur histoire. Et s'il veut les prendre? Demanda Anne, la voix tremblante. Tu as vu les infos? La Fondation Bennett vient d'ouvrir 3 nouveaux centres pour enfants défavorisés. Il a tout, l'argent, l'influence, une vocation centrée précisément sur des enfants comme Thomas et Paul l'étaient. Anne, l'appela Philippe avec un ton plus doux. Tu as quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. 4 ans d'amour, de soins et de dévouement. Aucun juge ne pourra l'ignorer. Anne prit son téléphone, ouvrant la galerie de photos. Les images racontaient l'histoire de ces 4 dernières années. Leurs premiers pas, leurs premiers jours d'école, leurs anniversaires, tous ces moments simples devenus aujourd'hui si précieux. Les garçons ont encore fait un dessin aujourd'hui, dit-elle après un long silence. Paul a dessiné notre famille, mais il a laissé une place vide à côté de lui. Quand je lui ai demandé pourquoi, il a dit que c'était pour quelqu'un qu'il ne connaissait pas encore, mais qu'il sentait être en train de les chercher. Clara et Philippe échangèrent un regard éloquent. Ils le sentent, poursuivit Anne. D'une certaine façon, ils savent que leur histoire est plus vaste que ce que je leur ai toujours dit. Comment pourrais-je continuer à la leur cacher? Mais tu ne peux pas te précipiter non plus, prévint Philippe. Nous devons réfléchir à la meilleure façon de procéder légalement. Peut-être un accord préalable, définissant clairement les droits et responsabilités de chacun. Anne secoua la tête. Je ne peux pas garder ce secret plus longtemps. Chaque fois qu'ils me questionnent sur leurs origines, chaque fois que je vois Mark Bennett aux actualités, c'est comme si je leur mentais. Qu'as-tu l'intention de faire? Demanda Clara, même si son ton laissait entendre qu'elle connaissait déjà la réponse. Que je vais le lui dire, répondit Anne avec une détermination qui la surprit elle-même. Pas par l'intermédiaire d'avocats ou de porte-parole. Je dois le faire en personne. Philippe se pencha en avant, l'inquiétude gravée sur son visage. Anne, réfléchis bien. Bennett est un homme puissant, habitué à obtenir ce qu'il veut. S'il décide de se battre pour la garde, alors je me battrai aussi, le coupa Anne. Mais je ne peux pas vivre avec ce secret. Je ne peux pas regarder mes fils dans les yeux en sachant quelque chose d'aussi fondamental sur eux sans le leur dire. Clara se leva et posa une main réconfortante sur l'épaule d'Anne. Comment comptes-tu t'y prendre? Anne attrapa sa tablette et montra une annonce. La Fondation Bennett inaugure un nouveau centre communautaire samedi prochain. Mark Bennett y donnera une conférence sur la transformation sociale. Anne alerta Philippe en public. Non, sourit-elle tristement. Je vais user de mes contacts en tant qu'assistante sociale pour obtenir un rendez-vous privé. Il doit entendre cette histoire loin des projecteurs, loin des caméras. Il doit voir les photos des garçons, entendre parler de leurs premières années, comprendre qu'il n'est pas seulement le père biologique, qu'il est le père de 2 enfants réels, avec leur personnalité, leurs rêves, leurs peurs. Et s'il réagit mal? Demanda doucement Clara. Au moins, je saurais avoir fait ce qui me semblait juste, répondit Anne. Les garçons méritent de connaître toute leur histoire, et Marc mérite de savoir qu'il a 2 fils magnifiques. Philippe se mit à fouiller dans sa sacoche. Laisse-moi au moins préparer quelques documents, définir certaines protections légales préalables. Merci, Philippe, mais je veux d'abord essayer à ma façon. En tant que mère, pas comme une partie dans un procès. En sortant du foyer Saint-Michel ce soir-là, la pluie avait finalement cessé. Dans le ciel, entre les nuages qui s'écartaient, quelques étoiles brillaient timidement. Anne s'arrêta dans le jardin, exactement là où Sophie avait déposé les jumeaux 4 ans plus tôt. Le destin avait des manières surprenantes de tisser ses fils, de relier des vies apparemment éloignées. Son téléphone vibra. Un message de Sophie. « Quelle que soit ta décision, je serai là. » Anne respira profondément avant de taper sa réponse. « Je vais le lui dire. Les garçons méritent de connaître toute leur histoire. » Tandis qu'elle reprenait la route de son appartement, où Marie gardait les enfants, Anne répétait mentalement la façon dont elle s'adresserait à Mark Bennett. Comment lui expliquer que ses projets sociaux et son désir d'aider les orphelins avaient un lien bien plus profond avec sa propre vie qu'il ne l'aurait jamais imaginé? Dans son rétroviseur, le foyer Saint-Michel s'éloignait jusqu'à disparaître dans la nuit. Mais Anne savait qu'elle laissait derrière elle plus qu'un simple bâtiment. Elle renonçait à la sécurité du secret, au confort d'une routine établie. Devant elle, un nouveau chapitre s'ouvrait.
Et cette fois, il ne s'agissait pas seulement de son histoire à elle, ni de celle des jumeaux, ni même de celle de Mark Bennett. C'était l'histoire de tous, entremêlée par le destin, par l'amour et par le courage de faire face à la vérité, aussi effrayante soit-elle. Le nouveau centre communautaire de la Fondation Bennett était un bâtiment imposant, doté de grandes baies vitrées, laissant entrer la lumière naturelle. Anne observa son reflet dans le vitrage du hall d'accueil, ajustant nerveusement le blazer bleu marine que Clara l'avait poussé à porter. « Tu dois paraître professionnel », avait dit sa mentor, « même si tu t'écroules à l'intérieur. »« Mademoiselle Laurent ?» La réceptionniste lui sourit poliment. « Monsieur Bennett va vous recevoir maintenant. Veuillez me suivre. » L'ascenseur monta silencieusement jusqu'au dernier étage. Anne serrait sa pochette contre sa poitrine où étaient rangées les photos des jumeaux et toute la documentation préparée par Philippe, malgré ses réticences initiales. Juste au cas où, avait-il insisté. Mark Bennett était de dos lorsqu'elle entra, observant Paris à travers la vaste baie vitrée de son bureau. Il était plus grand qu'il ne semblait sur les photos, mais dégageait la même prestance élégante que Thomas commençait déjà à imiter. « Mademoiselle Laurent », dit-il en se retournant, affichant ce sourire qu'Anne voyait en double chaque matin. « Clara Dubois m'a parlé en termes élogieux de votre travail au foyer Saint-Michel. Je suis intéressé d'entendre vos idées pour un éventuel partenariat. » Les jambes d'Anne se dérobèrent presque sous elle. De près, la ressemblance avec ses fils était encore plus frappante. Les mêmes yeux, le même menton volontaire, jusqu'à la petite inclinaison de la tête quand il montrait de l'intérêt pour quelque chose. « Monsieur Bennett, » commença-t-elle, la voix plus assurée qu'elle ne le pensait, « je ne suis pas ici pour parler partenariat. » Marc fronça les sourcils, exactement comme Paul quand il ne comprenait pas quelque chose. « Je ne comprends pas. Le rendez-vous était prévu pour discuter. Je suis venu pour quelque chose de bien plus personnel. » L'interrompit Anne, ses mains tremblant légèrement en ouvrant sa pochette. « Pour un événement qui s'est produit il y a 4 ans, lors d'un colloque sur la littérature et la transformation sociale. » Le sourire professionnel de Marc vacilla un instant. « Le colloque ? C'était un événement important pour la Fondation, mais je ne vois pas. Vous y avez rencontré une doctorante nommée Sophie Durand ?» Le nom provoqua une réaction immédiate. Marc s'adossa lentement à son bureau. « Sophie. Oui, bien sûr. Ses recherches sur les récits de traumatisme étaient passionnantes, mais c'était il y a des années. Qu'est-ce que... » Anne sortit la première photo de sa pochette. Une image récente des jumeaux au parc, riant à la caméra, leurs yeux, ceux de Marc, brillants de joie enfantine. Marc prit la photo, ses mains tremblant imperceptiblement. Pendant de longues secondes, il ne fit que fixer l'image, son visage passant de la confusion à la réalisation. « Non, » murmura-t-il, « ce n'est pas possible. »« Thomas et Paul, » expliqua doucement Anne. « Ils ont 4 ans, ils ont été déposés au foyer Saint-Michel un matin pluvieux d'octobre, il y a 4 ans. » Marc chancela jusqu'à sa chaise, tenant toujours la photo. Sophie, elle était... Il ne parvint pas à terminer sa phrase. « Enceinte, oui. » Anne sortit d'autres photos de sa pochette. « Elle ne vous l'a jamais dit. Quand elle a su, vous étiez déjà à l'étranger. » Et puis elle les a abandonnés ? La voix de Marc avait pris une teinte dangereuse, mélange de douleur et de colère. Comment ont-ils pu ? Comment a-t-elle pu ? Elle était malade, intervint Anne avec fermeté. Une grave dépression aggravée par la grossesse et l'accouchement. Elle a fait ce qu'elle estimait le mieux pour les bébés. Marc se leva brusquement, se dirigeant vers la fenêtre. Son profil découpé sur la ville semblait tendu à l'extrême. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-il finalement. « Pourquoi après 4 ans ?» Anne prit une grande inspiration. « Parce qu'ils vous ont vu. Au cinéma il y a quelques semaines. Ils ont tout de suite remarqué la ressemblance. Depuis, ils posent des questions, font des dessins de vous. Ils ressentent qu'il y a plus dans leur histoire. » Marc se retourna, les yeux brillants de larmes contenues. « Vous êtes. »« Je suis leur mère, » compléta Anne avec douceur. « Je les ai adoptés peu après leur arrivée à l'orphelinat. » Le silence qui suivit était assourdissant. Marc se rassit et étala les photos sur son bureau. Les jumeaux nourrissons, leurs premiers pas, leurs anniversaires, des moments du quotidien. « Ils me ressemblent tellement, » murmura-t-il, effleurant une photo où Thomas fronçait les sourcils, la même expression que lui. « Comment n'ai-je rien su ? Pourquoi personne ne m'a contacté ?
Sophie n'a laissé qu'un médaillon avec eux, expliqua Anne. Votre médaillon, nous venons seulement de comprendre. Marc ferma les yeux. Une larme solitaire traçant son chemin sur sa joue. Le médaillon de ma mère. Je l'avais donné à Sophie la dernière nuit du colloque. Je sais. Elle m'a tout raconté hier. Marc rouvrit brusquement les yeux. Vous lui avez parlé? Oui. Elle enseigne maintenant à Versailles. Elle va mieux. Et elle ne s'est jamais pardonné d'avoir dû les laisser. Marc se mit à faire les 100 pas, une énergie nerveuse remplissant la pièce. J'ai des enfants, murmura-t-il. J'ai 2 enfants. Tout ce temps, alors que je construisais des centres pour aider les enfants abandonnés. Vous devez comprendre, reprit Anne. Ce sont des enfants heureux, aimés. Ils n'ont pas été abandonnés à leur sort. Ils m'ont été confiés, et moi. Vous les avez élevés, compléta Marc, sa voix s'adoucissant. Vous vous en êtes occupés, vous les avez aimés, vous leur avez donné un foyer. Il fit une pause, scrutant Anne avec un regard nouveau. Pourquoi me le dire maintenant? Vous savez que je pourrais. Contester l'adoption? Le coupa Anne, le cœur battant à tout rompre. Oui, je le sais. Mon avocat a été très clair sur les risques. Mais je sais aussi que vous consacrez votre vie à aider des enfants à trouver une famille, pas à les en priver. Marc reprit place, saisissant la photo la plus récente des jumeaux. Comment sont-ils? Je veux dire, leur caractère? Le visage d'Anne s'illumina comme toujours quand elle parlait de ses enfants. Thomas est le plus audacieux. Il prend toujours les devants dans leurs petites aventures. Paul est plus réfléchi. Il adore les livres, comme vous, d'après Sophie. Ils sont inséparables. Ils terminent les phrases l'un de l'autre. Ils ont même leur propre langage secret. Ils savent? Pour moi? Ils voient qu'il y a des ressemblances. Depuis qu'ils vous ont vu, ils posent des questions sur leurs origines. Mais je n'ai encore rien dit. Je voulais d'abord vous en parler. Marc hocha lentement la tête, toujours absorbé par les photos. Est-ce que je peux les rencontrer? La question qu'Anne redoutait le plus. Oui, répondit-elle après un instant. Mais il faut bien s'y prendre. Ils sont petits, sensibles. Il faut réfléchir à l'impact émotionnel de cette révélation. Bien sûr, acquiesça Marc. J'ai juste besoin de temps pour digérer tout ça, c'est... Il laissa échapper un rire sans joie. On ne découvre pas tous les jours qu'on est père de jumeaux de 4 ans. Anne commença à rassembler les photos, mais Marc l'arrêta. Je peux en garder quelques-unes? Bien sûr, sourit-elle. J'ai des copies chez moi. Quand Anne se leva pour partir, Marc l'interpella. Mademoiselle Laurent. Anne, s'il vous plaît. Anne, corrigea-t-il. Merci de vous être occupée d'eux, de les avoir aimés, et d'avoir eu le courage de venir me dire la vérité. Dans l'ascenseur, redescendant vers la réalité, Anne laissa enfin ses larmes couler. C'était fait. Elle avait raconté la vérité à Marc Bennett. Il ne restait plus qu'à espérer que sa décision, si honnête fût-elle, ne lui coûterait pas ce qu'elle avait de plus cher au monde. Son téléphone vibra avec un message de Clara. Comment ça s'est passé? Anne jeta un dernier coup d'œil vers le haut de l'édifice avant de répondre. Il veut les rencontrer. Et il veut faire un test ADN. Un autre message apparut, cette fois de Sophie. Il est au courant? Oui, répondit Anne. Et maintenant on entame un nouveau chapitre. Le soleil se couchait sur Paris quand Anne quitta l'immeuble de la Fondation Bennett. Dans son bureau au dernier étage, Marc Bennett était resté assis, entouré de photos de 2 garçons qui étaient son miroir, tentant de comprendre comment sa vie avait pu changer du tout au tout en un seul après-midi. Marc Bennett ne ferma pas l'œil de la nuit. Dans son appartement de l'avenue Montaigne, les photos qu'Anne lui avait laissées étaient éparpillées sur son bureau, éclairées par la lumière tamisée d'une lampe. Chacune était une fenêtre vers une vie dont il ignorait tout, une vie qui était la sienne, mais dont il avait été tenu à l'écart pendant 4 ans. Son téléphone sonna. C'était Gérard Bennett, son père adoptif. « Tu as annulé 3 réunions aujourd'hui », dit la voix grave, inquiète. « Ce n'est pas dans tes habitudes, Marc. Tout va bien ?» Marc regarda la photo la plus récente des jumeaux. « Je ne sais pas, papa. Il faut que je te dise quelque chose, mais pas au téléphone. » 2 heures plus tard, Gérard Bennett entra dans l'appartement de son fils. Sa silhouette imposante contrastant avec l'expression sincèrement préoccupée sur son visage. « Ce sont mes enfants », annonça Marc sans détour, tendant la photo à son père. « Ils ont 4 ans, je viens de l'apprendre. » Gérard s'assit lourdement, les yeux rivés sur l'image. « Comment ?»« Sophie Durand. Du colloque de littérature, tu te souviens ?
Elle ne m'a jamais parlé de sa grossesse. Elle les a laissés dans un orphelinat. Exactement le genre d'histoire que nous tentons d'éviter avec nos projets. Mon Dieu, murmura Gérard, la ressemblance est évidente, coupa Marc. Mais je vais faire un test ADN demain. J'ai déjà pris rendez-vous au meilleur labo de Paris. Et la mère adoptive? Cette Anne Laurent? Elle est assistante sociale. Elle travaille dans l'orphelinat où Sophie les a déposés. Elle. Marc s'arrêta, déglutissant. Elle les a élevés comme ses propres enfants. On voit qu'ils sont aimés, qu'ils ne manquent de rien. Gérard observa son fils longuement. Qu'as-tu l'intention de faire? D'abord confirmer la paternité. Ensuite, Marc passa ses mains sur son visage exténué. Il faut que je parle à Sophie, comprendre pourquoi elle a choisi de ne rien me dire. Le lendemain matin, le laboratoire était calme lorsque Marc arriva. Le prélèvement de salive fut rapide, quelques papiers à signer. Les résultats seront prêts dans 48 heures, informa la technicienne. Mais Marc ne pouvait pas attendre. Grâce à l'adresse qu'Anne lui avait donnée, il se rendit directement à Versailles. Le lycée Saint-Jean était en pause quand il y arriva. Sophie se trouvait dans sa salle en train de corriger des copies lorsqu'il entra. Le temps sembla suspendu. Cela faisait 5 ans qu'ils ne s'étaient pas vus. « Marc, souffla-t-elle en se levant, Anne m'a prévenu que tu viendrais. »« Pourquoi ?» La question sortit plus durement qu'il ne l'aurait voulu. « Pourquoi ne rien m'avoir dit ?» Sophie ferma les yeux, laissant couler des larmes silencieuses. « J'étais malade, Marc, vraiment malade. La dépression, c'était comme se noyer, et les bébés, ils méritaient mieux que ce que je pouvais leur offrir. Mais j'avais le droit de savoir, j'aurais pu t'aider, on aurait pu. »« Quoi? Se marier? Fonder une famille à la va-vite ?» l'interrompit Sophie. « Tu étais en train de construire ton empire philanthropique. Moi, je n'étais qu'une étudiante qui se battait contre ses propres démons. » Marc s'approcha de la fenêtre, regardant les élèves dans la cour. « Ils sont magnifiques, dit-il finalement. Ils ont l'air heureux sur les photos. »« Ils le sont, confirma Sophie. Anne, elle est la mère que je n'ai pas pu être, la mère qu'ils méritent. Et moi? Quel genre de père puis-je être maintenant, après 4 ans? Le genre de père dont ils ont besoin, répondit doucement Sophie. Le genre de père que tu as toujours espéré avoir avant d'être adopté par les Bennett. Marc se retourna brusquement. Comment sais-tu? Ton histoire avec les orphelinats n'a pas commencé avec la fondation, Marc. Elle a commencé quand toi-même tu as été laissé dans l'un d'eux, expliqua Sophie en posant une main hésitante sur son bras. Peut-être que c'est pour ça que le destin a arrangé les choses ainsi, pour que tu puisses leur donner ce que tu as toujours désiré, une famille. Le téléphone de Marc vibra, un message du laboratoire. Il avait demandé qu'on accélère le processus. Positif. 99,99% de probabilité de paternité. Ses jambes se dérobèrent et il s'appuya au bureau de Sophie. « C'est officiel, murmura-t-il. Je suis père de jumeaux. Qu'est-ce que tu vas faire ?» Marc fixa le résultat quelques instants avant de ranger son téléphone. « Je vais faire partie de leur vie. Je ne sais pas comment encore, ni dans quelle mesure Anne l'acceptera, mais je ne peux pas rester à l'écart. Maintenant que je sais, c'est impossible. » Ils sont très intuitifs, commenta Sophie, depuis qu'ils sont tout petits. Peut-être pour ça qu'ils ont ressenti quelque chose en te voyant au cinéma ce jour-là. Anne m'a dit qu'ils font des dessins, qu'ils parlent. Les enfants sentent, sourit tristement Sophie. Je devrais le savoir, je travaille avec eux maintenant, c'est ma façon de me racheter. La sonnerie annonça la fin de la pause. Marc se prépara à partir, mais s'arrêta sur le pas de la porte. Sophie. Oui, je comprends. Je ne cautionne pas, mais je comprends pourquoi tu as fait ce que tu as fait. De retour à son bureau, Marc trouva son père l'attendant. Le test est positif, annonça-t-il sans préambule. Je m'en doutais, répondit Gérard. Et maintenant? Marc prit son téléphone et composa le numéro qu'Anne lui avait laissé. Elle décrocha au deuxième appel. Les résultats confirment, dit-il. J'aimerais les rencontrer officiellement, si tu es d'accord. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. « On peut se voir demain, » répondit finalement Anne, pour discuter de la meilleure façon de procéder pour eux. Après avoir raccroché, Marc se tourna vers les photos sur son bureau. Thomas et Paul, ses fils. Le mot semblait encore étrange dans son esprit, mais d'une justesse inexplicable. « Tu sais, » intervint Gérard en observant son fils,
Lorsque les Bennett t'ont adopté, tu avais 5 ans. J'étais terrifié, je ne savais pas comment être père, surtout d'un enfant déjà marqué par l'abandon. Et me voilà dans la même situation. Pas exactement, sourit Gérard. Eux, ils ont Anne. Ils ne sont pas seuls, comme tu l'étais. Et toi, tu as l'occasion d'être un père différent. Un père en plus, pas un remplaçant. Marc acquiesça lentement, une idée commençant à germer dans son esprit. Je dois passer quelques coups de fil, dit-il en prenant son téléphone. Annuler certains rendez-vous, réorganiser mon emploi du temps. Tu vas t'y consacrer? Je veux bien faire les choses, papa. Ils méritent ça. Ils méritent de savoir que même si je n'étais pas là dès le début, maintenant que je sais qu'ils existent, je choisis d'être présent. Ce soir-là, seul dans son appartement, Marc prit une vieille photo, lui à 5 ans le jour où les Bennett l'avaient adopté. À côté, il posa la photo récente des jumeaux. Le parallèle était frappant, non seulement dans la ressemblance physique, mais aussi dans la façon dont le destin semblait lier leurs histoires. Son téléphone vibra avec un message d'Anne, une photo des jumeaux endormis prise à l'instant, légendée par « Bonne nuit, papa ». Marc sentit les larmes lui monter aux yeux. C'était réel, c'était effrayant, c'était merveilleux. Et le lendemain ne serait que le début. Le cabinet d'avocats Dubois & Associés occupait tout un étage d'un immeuble historique au cœur de Paris. Anne observait la rue à travers la fenêtre de la salle d'attente, son reflet pâle se superposant au va-et-vient de la ville. Le message qu'elle avait reçu de Philippe la veille résonnait encore. « Nous devons parler, c'est urgent ». De l'autre côté de la ville, au même moment, Marc Bennett vivait une situation similaire dans le bureau de Jean-Luc Moreau, l'avocat d'entreprise qui gérait les affaires de la Fondation Bennett depuis plus de 20 ans. « C'est une affaire délicate, Marc », expliquait Moreau en ajustant ses lunettes à monture dorée. « Mais aussi une opportunité unique. »« Une opportunité ?» répéta Marc en fronçant les sourcils, ce tic maintenant familier qu'il savait avoir transmis à ses fils. « Nous parlons de la vie de 2 enfants, Jean-Luc. »« Exactement, » sourit l'avocat, d'un sourire qui n'atteignait pas vraiment son regard. « 2 enfants qui te reviennent de droit. Pense à la portée médiatique. Le philanthrope qui consacre sa vie aux orphelins découvre qu'il a lui-même des enfants placés en adoption à son insu. C'est parfait. »« Parfait ?» Marc sentit son estomac se nouer. « Tu suggères d'utiliser mes propres enfants pour une opération de relations publiques ? Je suggère de tirer avantage d'une situation existante. Les rapports préliminaires que j'ai demandés indiquent que nous pouvons contester l'adoption. Tu n'as jamais renoncé à tes droits paternels. Tu ne pouvais pas. Tu ignorais tout de leur existence. Juridiquement, l'adoption peut être annulée. Pendant ce temps, Philippe Dubois exposait à Anne une perspective tout aussi inquiétante. « Le cabinet Moreau a pris contact », expliqua-t-il en dispersant des documents sur la table. « Il prépare des arguments juridiques pour contester l'adoption. » Anne sentit le sol se dérober sous ses pieds, mais Marc a dit qu'il voulait seulement faire partie de leur vie, qu'il ne comptait pas. « Marc Bennett a peut-être les meilleures intentions du monde », l'interrompit Philippe avec douceur. « Mais il est entouré de gens qui voient là une occasion en or. Imagine les gros titres. Un milliardaire philanthrope se bat pour récupérer ses enfants placés en adoption à son insu. « Ce sont mes enfants », souffla Anne, les larmes lui montant aux yeux. « J'ai passé chaque jour des 4 dernières années. »« C'est justement pour ça qu'il faut agir vite », déclara Philippe. « Je vais demander une mesure conservatoire garantissant ta garde le temps que l'affaire se règle. » Au même moment, dans le bureau de Moreau, Marc se leva d'un bond. « Je ne vais pas traîner Anne en justice. C'est une mère formidable. Les garçons l'adorent. Nous ne remettons pas cela en cause, » argumenta Moreau d'une voix mielleuse. « Mais tu es le père biologique. Tes droits ont été ignorés. Et plus important encore, tu as les moyens d'offrir à ces enfants bien plus que ce qu'une simple assistante sociale ne pourrait leur procurer. Anne leur a déjà donné l'essentiel. De l'amour, de la stabilité, un foyer, » répliqua Marc. « Tu peux leur offrir tout cela et davantage, » insista Moreau. « Les meilleures écoles, des voyages, des contacts qui façonneront leur avenir. Quel juge ne verrait pas cela comme l'intérêt supérieur de l'enfant ?» Marc se dirigea vers la fenêtre, scrutant Paris en contrebas. Quelque part en ville, ses fils devaient mener leur vie ordinaire, sans soupçonner la tempête qui se préparait autour d'eux. Son téléphone vibra. C'était un message d'Anne accompagné d'une photo. Les jumeaux au petit déjeuner, Thomas avec de la confiture sur le nez.
Paul riant de ce que son frère venait de dire. La légende disait simplement « Ils ont demandé après toi ce matin. »« Je ne peux pas faire ça, » murmura Marc. « Pardon ?» Moreau leva les yeux de ses papiers. « Je ne vais pas poursuivre Anne. Je ne vais pas essayer de lui enlever les garçons. »« Marc, sois raisonnable. »« Raisonnable ?» répliqua Marc avec une colère sourde dans la voix. « Tu sais ce qui n'est pas raisonnable ? Détruire la famille qu'ils connaissent, le foyer qu'ils ont, juste parce que je découvre soudainement que je suis leur père. Ils ne sont pas un dossier juridique, Jean-Luc, ce sont des enfants, mes enfants. » Dans le cabinet de Philippe, Anne reçut un appel de Clara. « Les jumeaux vont bien, je les ai avec moi au foyer », la rassura sa mentor. « Mais Anne, ils posent encore plus de questions. Paul a de nouveau dessiné Marc aujourd'hui, cette fois à côté d'eux dans ce qui semble être un parc. » Anne ferma les yeux. Elle se souvenait du week-end précédent. Marc était par hasard apparu dans le même parc où elle avait l'habitude d'emmener les garçons. Ils avaient échangé quelques mots, et les enfants n'avaient cessé depuis de parler de l'homme sympa du cinéma qui avait joué avec eux, avec... « Je ne peux pas les perdre, Clara, » chuchota Anne. « Ils sont toute ma vie. »« Personne ne te les enlèvera, » affirma Philippe avec assurance. « Mais nous devons nous préparer à un bras de fer juridique. » Le reste de la journée se déroula dans un flou de réunions, de papiers et de stratégies légales. Lorsque Anne rentra enfin chez elle, elle trouva les jumeaux occupés à dessiner sur la table de la cuisine. « Qu'est-ce que vous faites, mes amours ?»« Qu'on dessine notre famille », répondit Thomas sans lever les yeux de sa feuille. Anne sentit son cœur se serrer en voyant le dessin. Elle y figurait, bien sûr, mais aussi un personnage masculin grand et souriant, portant le même style de costume que Marc lorsqu'il l'avait rencontré au parc. « Maman » appela Paul timidement. « Pourquoi cet homme du parc nous ressemble tant ?» Avant qu'Anne ne puisse répondre, on sonna à la porte. C'était Marc. « Désolé de venir sans prévenir, » dit-il rapidement. « Mais il faut qu'on parle, c'est important. » Les jumeaux accoururent en entendant sa voix. « Tu viens jouer avec nous encore ?» demanda Thomas, plein d'espoir. Marc sentit son cœur se serrer. « Pas ce soir, champion. Je dois d'abord discuter avec ta maman. Les trucs ennuyeux des grandes personnes. » Après que Clara, arrivée pour une visite surprise, eut emmené les garçons prendre une glace, Marc et Anne s'installèrent dans le salon. « Mon avocat veut que je demande la garde », annonça Marc sans détour. Anne sentit l'air lui manquer. « Et toi ?»« Je ne vais pas le faire, » l'interrompit-il. « Je ne peux pas. Ce ne serait pas juste pour eux, ni pour toi. » Les larmes qu'Anne avait contenues toute la journée commencèrent à couler. « J'étais si terrifié. Philippe m'a dit que ton cabinet préparait. » Jean-Luc a ses propres idées sur la façon de gérer la situation, répliqua Marc avec amertume. Mais ce n'est pas un dossier juridique ou un coup de pub. C'est une question de famille, de faire ce qui est le mieux pour Thomas et Paul. « Et selon toi, qu'est-ce qui est le mieux pour eux ?» demanda Anne. Marc se leva et observa un mur couvert de photos documentant la vie des jumeaux. « Regarde ces images, Anne. Sur chacune d'elles, ils sont heureux, en sécurité, aimés. Tu as construit ça, tu es leur mère, dans tous les sens du terme. Mais toi, tu es leur père ?» murmura Anne. « Oui, je le suis. Et je veux faire partie de leur vie, mais pas au prix de détruire tout ce qu'ils connaissent et chérissent. » Le silence qui suivit fut interrompu par des rires d'enfants venant de la rue. Clara rentrait avec les garçons. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Anne. « Pour commencer, on renonce à nos avocats actuels. » Sourit Marc sans joie. « Ensuite, on cherche quelqu'un qui puisse nous aider à établir un accord qui protège les intérêts de tout le monde, surtout ceux des jumeaux. Et pour leur dire la vérité. » Marc regarda par la fenêtre Thomas et Paul qui couraient sur le trottoir, la glace dégoulinant sur leur menton. « Il va falloir le faire bientôt. Ils le sentent déjà. Ils sont bien trop malins pour ne pas s'en rendre compte. J'ai peur, avoua Anne. Peur de leur réaction, peur que tout change. Ça va changer, admit Marc. Mais peut-être pour le mieux. Ils vont gagner un père qui les aime déjà plus que tout, sans perdre la mère extraordinaire qu'ils ont. À cet instant, la porte s'ouvrit et les jumeaux accoururent. « Maman, Monsieur Bennett !» s'exclama Thomas. « Tata Clara nous a acheté une glace au chocolat. Et elle a dit que tu pouvais rester dîner, » ajouta Paul les yeux pétillants, en regardant Marc avec espoir. Marc jeta un regard à Anne qui acquiesça. « Eh bien, si ta maman est d'accord. »« C'est un youpi !» s'exclamèrent les jumeaux d'une seule voix. Tandis qu'elle regardait Marc se faire entraîner par les garçons,
pour admirer leur dernier dessin. Anne sentit un poids s'envoler de ses épaules. La bataille juridique qu'elle redoutait tant pouvait sans doute être évitée. À la place, une nouvelle possibilité émergeait, celle d'une famille différente, plus grande, plus complexe, mais unie par l'amour pour deux enfants spéciaux. Clara, debout dans l'embrasure de la porte, esquissa un sourire doux. Parfois, les plus grandes victoires ne consistent pas à gagner des batailles, mais à choisir de ne pas se battre, observa-t-elle. Ce soir-là, après que les jumeaux se furent enfin endormis, non sans avoir fait promettre à Marc de revenir le lendemain, Anne le trouva dans le salon, observant les photos sur le mur. « Merci », dit-elle simplement. « Pourquoi ?»« Pour avoir choisi la paix plutôt que la guerre, pour avoir pensé d'abord à eux. » Marc sourit, ce même sourire qu'elle voyait chez ses fils. « Tu sais ce qui m'a fait prendre cette décision ? Quand Jean-Luc a commencé à parler d'écoles prestigieuses et d'opportunités, j'ai réalisé qu'il n'avait rien compris à l'essentiel. L'argent, le statut, les contacts, rien de tout ça ne vaut ce que tu leur as offert. L'amour inconditionnel, la sécurité, la liberté d'être simplement des enfants. Nous aurons encore beaucoup à régler, prévint Anne. Oui, mais nous le ferons ensemble, comme une famille, même si c'est une famille peu ordinaire. Lorsque Marc s'en alla, Anne trouva une enveloppe sur sa table. À l'intérieur, une lettre formelle mettant fin au service du cabinet Moreau, signée par Marc, et un mot manuscrit. Demain, on trouvera un nouvel avocat, un qui comprenne que certaines victoires ne se mesurent pas en termes légaux. Dans son propre bureau, Marc rédigeait un courrier similaire, mettant fin à la mission de Jean-Luc pour cette affaire précise. Sur sa table, la photo des jumeaux souriants lui rappelait ce qui comptait vraiment. Son téléphone sonna. C'était son père adoptif. « J'ai appris que tu avais renvoyé Moreau, » dit Gérard sans préambule. « Il n'a pas saisi ce qui était en jeu, papa, » répondit Marc. « Il ne s'agit pas de gagner ou de perdre. Il s'agit de faire ce qui est juste. »« Tu fais le bon choix, mon fils, » affirma Gérard. Parfois, être père, c'est mettre l'intérêt de ses enfants au-dessus de tout, même de ses propres droits. Quand la nuit tomba sur Paris, deux personnes, dans des endroits différents de la ville, contemplaient le même ciel étoilé. Anne, assise entre ses fils endormis, et Marc, dans son appartement luxueux, mais étrangement vide, tous deux pensant au lendemain. Un lendemain qui ne serait pas défini par un combat judiciaire ou des droits contestés, mais par le courage de deux personnes qui, par amour pour deux enfants spéciaux, choisissaient la voie la plus difficile, celle de la compréhension, de la coopération et de la construction d'une nouvelle forme de famille. Et quelque part, entre la peur et l'espoir, entre le passé et l'avenir, une certitude commençait à naître. Certaines batailles se gagnent non pas en combattant, mais en ayant la sagesse de baisser les armes et de tendre la main. La salle de réunion de la Fondation Bennett était comble ce jeudi matin-là. D'un côté de la table, Jean-Luc Moreau et son équipe juridique affichaient des mines crispées. De l'autre, Philippe Dubois était assis à côté d'Anne, qui s'efforçait de paraître calme malgré son angoisse. Marc occupait la place centrale, son père Gérard à ses côtés. « Avant de commencer, » déclara Marc en se levant, « j'aimerais clarifier ma position. » Il sortit une enveloppe de sa sacoche. « Voici ma décision formelle de ne pas contester l'adoption de mes enfants. » Un murmure parcourut la salle. Jean-Luc ajusta ses lunettes, visiblement mal à l'aise. « Marc, je te suggère de reconsidérer les précédents légaux que nous avons rassemblés. »« Non, » trancha Marc fermement. « Ces dernières semaines, j'ai appris à connaître mes fils, pas en tant que dossier juridique, mais en tant que petite personne réelle. Thomas, avec sa passion pour les dinosaures et son rire communicatif. Paul, avec ses livres d'histoire et sa façon de réfléchir avant d'agir. » Il se dirigea vers la fenêtre, observant Paris en contrebas. « Tu sais ce que Thomas m'a demandé hier quand je l'ai accidentellement croisé au parc. Il m'a dit « Pourquoi vous nous ressemblez autant, monsieur Bennett ?» Et Paul. Paul a dessiné notre famille, nous quatre ensemble, lui, Thomas, Anne et moi. Raison de plus, intervint Jean-Luc, pour penser à eux avant tout, compléta Marc. Au lieu de déclencher un combat légal qui ne ferait que les perturber, je propose autre chose. Il sortit un autre document de sa sacoche. Un accord de garde partagé, reconnaissant légalement ce qui est déjà la réalité. Anne est leur mère, je suis leur père. Et ensemble, nous pouvons offrir à Thomas et Paul
ce dont beaucoup d'enfants rêvent. 2 foyers remplis d'amour. Anne sentit les larmes lui monter aux yeux, mais cette fois c'était de soulagement. Philippe lui adressa un discret sourire, déjà au courant du document qu'il avait contribué à rédiger. « C'est inhabituel », fit remarquer l'un des avocats de Moreau. « Comme toute notre situation », répliqua Marc avec un demi-sourire, « mais parfois l'inédit est exactement ce qu'il nous faut. » Gérard Bennett, silencieux jusqu'alors, se racla la gorge. En tant que président du conseil de la Fondation, je soutiens pleinement la décision de Marc. En fait, il adressa un sourire fier à son fils. Je n'ai jamais été aussi fier de lui. Jean-Luc tenta une dernière fois. Les médias vont spéculer. Qu'ils spéculent, haussa les épaules Marc. Je donnerai une seule interview pour expliquer que j'ai retrouvé mes enfants, qu'ils ont une mère formidable et que nous travaillons tous ensemble pour construire une famille harmonieuse. Fin de l'histoire. Anne étudia l'accord proposé par Marc. C'était un texte généreux, respectueux et surtout centré sur le bien-être des jumeaux. Il prévoyait des visites régulières, une participation aux décisions importantes, mais la résidence principale restait chez elle. « C'est parfait », souffla-t-elle. « Non », corrigea doucement Marc, « ce n'est que le début. Il va falloir qu'on leur explique, qu'on les aide à comprendre, qu'on mette en place de nouvelles habitudes. Mais au moins, nous pourrons le faire sans l'ombre d'un procès. » La réunion se poursuivit avec les détails techniques, mais la tension initiale avait disparu. Lorsque tout fut terminé, Jean-Luc et son équipe partirent, l'air contrarié, tandis que Philippe semblait satisfait du résultat. « Je vais finaliser les documents », déclara-t-il. « Marc, tu viens de créer un précédent remarquable. » Une fois seuls dans la salle, Anne, Marc et Gérard restèrent un moment ensemble. « Comment allons-nous leur annoncer ?» demanda Anne, l'anxiété dans la voix. « Avec honnêteté et amour », répondit Gérard avant que Marc ne puisse parler. « C'est comme ça qu'on a expliqué l'adoption à Marc à l'époque, et ça a fonctionné. »« Papa, » sourit Marc, « tu suggères qu'on s'inspire de ton expérience. »« Je dis que parfois la vie nous prépare à des moments qu'on ignorait devoir affronter, » répondit Gérard en posant une main sur l'épaule de son fils. « Tu étais un petit garçon effrayé quand on t'a recueilli, Marc, mais ton cœur était ouvert à l'amour. Thomas et Paul sont pareils, je le vois déjà. » Ce soir-là, Marc vint dîner chez Anne, comme cela devenait une habitude. Les jumeaux l'accueillirent avec leur enthousiasme habituel, déjà habitués à ces visites fréquentes. « Regarde ce que j'ai dessiné !» s'écria Thomas en lui montrant un dessin où 5 silhouettes souriantes, lui, Paul, Anne, Marc et même Sophie, qu'il ne connaissait pas encore, formaient un cercle en se tenant la main. « C'est notre famille », expliqua Paul timidement. « Mais elle n'est pas encore complète. Il y a des personnes qu'on ne connaît pas vraiment. » Marc et Anne échangèrent un regard lourd de sens. Les enfants, dans leur sagesse innocente, préparaient déjà le terrain pour la vérité. Une fois les garçons couchés, Marc et Anne s'installèrent sur le balcon, partageant un verre de vin dans le silence complice qui s'était instauré entre eux. « Merci, » dit finalement Anne. « De quoi ? » ?»« D'avoir choisi de les aimer plutôt que de te battre pour un droit ou un statut légal. » Au loin, on entendit un léger rire provenant de la chambre des garçons. Sans doute préparait-il un nouveau petit complot avant de s'endormir. Un son familier pour Anne et désormais pour Marc, qui apprenait à connaître chaque nuance de ses enfants. « Demain ?» demanda Marc. « Hanakiesa, demain, nous leur dirons ensemble, comme une famille. » De retour dans son appartement ce soir-là, Marc trouva un message de son père. « Tu as honoré le nom des Bennett aujourd'hui, mon fils. Pas par le pouvoir ou l'influence, mais par le courage de choisir l'amour. » Sur son bureau, à côté de la photo des jumeaux, se trouvait l'accord qui allait changer leur vie. Ce n'était pas une capitulation, comme l'avait laissé entendre Jean-Luc, ni une défaite, comme le craignait son équipe. C'était une victoire, celle de l'amour sur l'orgueil, de la sagesse sur la force. Demain serait un nouveau jour, le premier d'une longue série dans sa nouvelle vie de père officiel de Thomas et Paul. Il y aurait des défis, des ajustements, des moments délicats. Mais pour la première fois depuis la découverte de l'existence des jumeaux, Marc était certain d'être sur la bonne voie. Quelque part dans la ville, 2 enfants dormaient paisiblement, leur rêve peuplé d'une famille qui s'agrandissait, non pas à travers des batailles juridiques, mais par l'amour, la compréhension et le courage de 2 adultes décidés à les faire passer avant tout. Le jour se leva radieux et plein de promesses lorsque Anne, Marc et Sophie
se retrouvèrent dans le salon de l'appartement d'Anne. C'était un samedi, et les jumeaux dormaient encore, inconscients du fait que leur vie était sur le point de changer à jamais. « Vous êtes sûr de vouloir faire ça ?» demanda Sophie, jouant nerveusement avec le bord de son chemisier. « Ils sont peut-être encore trop jeunes. »« Ils le sentent déjà, » répondit Anne doucement. « Les dessins, les questions. Chaque jour, ça devient plus clair, on doit leur dire, avant qu'ils se construisent de fausses idées. » Marc hocha la tête, vérifiant l'album photo qu'ils avaient préparé ensemble. Une chronologie visuelle qui les aiderait à expliquer l'histoire aux enfants avec des mots adaptés à leur âge. Le bruit de petits pas dans le couloir annonça l'arrivée des jumeaux. Thomas apparut le premier, les cheveux en bataille rappelant incroyablement ceux de Marc, ce qui serra le cœur de Sophie. Paul le suivait, serrant son ours en peluche contre lui. « Monsieur Bennett !» s'exclama Thomas. « Tu viens jouer ?» « En fait, sourit Marc, on est venu vous raconter une histoire très spéciale, une histoire de famille. » Les garçons s'installèrent sur le canapé, entre Anne et Marc, tandis que Sophie restait sur un fauteuil proche. Anne commença, de sa voix calme et réconfortante. « Vous savez que toutes les familles sont différentes, n'est-ce pas? Certaines ont une maman et un papa, d'autres seulement une maman, ou seulement un papa. Comme Lisa dans notre classe, intervint Paul. Elle a 2 mamans. Exactement, sourit Anne. Et maintenant, notre famille va un peu changer aussi, devenir encore plus spéciale. Marc ouvrit l'album montrant la première photo, lui-même à 5 ans dans un orphelinat. Vous savez qui est ce petit garçon? Les jumeaux se penchèrent pour mieux voir. Il nous ressemble, s'exclama Thomas. Oui, c'est vrai, confirma Marc. Parce que je suis votre papa. Un silence surpris emplit la pièce. Paul serra davantage son ours, tandis que Thomas regardait tour à tour Marc et Anne, l'air perplexe. « Mais maman est notre maman, » dit finalement Paul d'une voix ténue. « Oui, mon chéri. » Anne le prit dans ses bras. « Je serai toujours votre maman. Mais vous avez aussi un papa, Marc. Et puis il y a Sophie, qui est très importante elle aussi. » Sophie s'approcha doucement, souriant avec bienveillance. Les garçons la regardèrent avec curiosité. « Il y a longtemps, » poursuivit Marc en tournant la page de l'album. Avant votre naissance, il s'est passé quelque chose de magique, un peu comme dans les livres que vous aimez, sauf que cette histoire est vraie. Pendant près d'1 heure, ils racontèrent une version simplifiée de la vérité. Comment Sophie avait dû confier les bébés en raison de sa maladie, comment Anne les avait accueillis et était devenue leur mère, et comment Marc les avait retrouvés par hasard au cinéma. « Alors, tu es vraiment notre papa ?» demanda Thomas, les yeux rivés sur Marc. « Oui, » répondit Marc, « et je veux beaucoup faire partie de votre vie, si vous êtes d'accord. »« Et maman ?» interrogea Paul tenant la main d'Anne. « Maman reste toujours maman, » sourit Marc. « Rien ne changera ça. On ajoute juste plus d'amour à notre famille. » Anne montra d'autres photos, les jumeaux bébés, leurs premières années, puis des photos plus récentes avec Marc. « Vous voyez comment la famille a grandi? Et moi, » dit Sophie pour la première fois. « Je serai très heureuse de mieux vous connaître, à votre rythme, sans vous brusquer. » Les garçons réagirent chacun à leur façon. Thomas en posant 1000 questions, Paul en se faisant plus discret. Mais peu à peu, l'atmosphère redevint plus légère. « On peut t'appeler papa ?» demanda soudain Thomas en regardant Marc. « Si vous le voulez, » répondit Marc ému. « Appelez-moi comme vous vous sentez à l'aise. » Les semaines qui suivirent furent une période d'adaptation. Marc acheta une maison à quelques rues de l'appartement d'Anne, aménageant 2 chambres pour les jumeaux. Son agenda, auparavant saturé de déplacements internationaux, fut réorganisé autour du temps passé avec ses fils. « Il nous faut une routine », suggéra Anne lors d'un des nombreux dîners qu'ils partagèrent désormais. Quelque chose de stable pour les rassurer. Peu à peu, une nouvelle normalité s'installa. Les jumeaux vivaient principalement chez Anne, mais dînaient régulièrement chez Marc, passèrent des week-ends avec lui et voyaient Sophie de temps en temps, qui trouvait peu à peu sa place comme une tante aimante. « C'est différent de ce que j'imaginais », confia Sophie à Anne un après-midi, alors qu'elles observaient les garçons jouer dans le jardin de Marc. Mais d'une certaine manière, c'est parfait ainsi. Marc, lui, apprenait à être père, à partager les responsabilités, à respecter les limites. Quand Thomas attrapa une vilaine grippe, ce fut Anne qui lui montra comment doser correctement le sirop. Quand Paul fit un cauchemar, c'est elle qui lui apprit à le réconforter. « Tu es une mère formidable », lui dit-il un soir après avoir couché les jumeaux.
Ils ont beaucoup de chance de t'avoir. Anne sourit en regardant ses enfants endormis. Maintenant, ils ont une chance en plus. Ou plutôt deux si on compte Sophie. Tout ne se fit pas sans heurts. Il y eut des moments de jalousie, de confusion, des ajustements à faire. Mais chaque obstacle était surmonté grâce au dialogue et à l'amour. Un après-midi, tandis que Marc emmenait les garçons au parc, Anne découvrit un nouveau dessin de Thomas. La famille y figurait au complet. Elle, Marc, Sophie et même Gérard, devenu un grand-père dévoué. « Notre famille est bizarre », commenta Paul un soir pendant le dîner. « Mais c'est chouette comme ça. Bizarre comme un puzzle spécial », renchérit Thomas. « Chaque pièce a sa place. » Marc, Anne et Sophie échangèrent un regard ému. En somme, ces enfants de 4 ans avaient déjà compris ce que tant d'adultes ont du mal à saisir, qu'une famille ne se définit pas par des schémas préétablis, mais par l'amour qu'on y met. Au fil des jours, puis des semaines et des mois, une harmonie se mit en place. Marc apprit à équilibrer la gestion de son empire et les après-midi au square. Anne découvrit que partager la maternité ne l'en privait pas, mais l'enrichissait. Et Sophie, enfin réconciliée avec ses choix passés, trouva sa joie dans ce rôle singulier au sein de la famille. Les ponts qu'ils bâtirent n'étaient pas seulement métaphoriques. Ils étaient tissés de moments partagés, de rires, de petites traditions qui s'installèrent. Comme les mercredis pizza chez Marc ou les pique-niques du dimanche où tout le monde se réunissait, Gérard et Clara compris. « Tu sais, » observa Anne un soir, voyant Marc lire une histoire aux jumeaux, « je crois qu'on a vraiment créé quelque chose de beau ici. » « On a créé une famille, » sourit Sophie, « différente, complexe mais pleine d'amour. » Et c'était vrai. Au milieu de tous les changements, des défis et des ajustements, ils avaient bâti quelque chose de précieux. Une famille où chaque membre trouvait sa place, son rôle, son importance. Une famille qui prouvait que l'amour, lorsqu'il est sincère, trouve toujours un moyen de grandir et de s'adapter. Le jardin de la nouvelle maison de Marc était décoré pour une fête d'anniversaire. Des ballons colorés virevoltaient dans la douce brise automnale et une banderole « Joyeux anniversaire Thomas et Paul, 5 ans » s'étirait entre deux arbres anciens. Il était difficile de croire qu'un an s'était écoulé depuis ce dimanche après-midi au cinéma qui avait tout changé. Anne ajustait les derniers détails de la table à dessert lorsqu'elle entendit les rires familiers. Thomas et Paul traversèrent le jardin en courant, poursuivis par Marc, qui feignait d'être un dragon, leur jeu favori de ces derniers mois. « Le dragon papa ne nous attrapera pas !» cria Thomas, se cachant derrière un arbre. « Jamais !» confirma Paul, se réfugiant derrière Sophie, qui arrivait avec un gâteau sophistiqué. Anne sourit en se rappelant comment ce mot « papa » était apparu un soir sans prévenir il y a quelques mois. Il n'y avait pas eu de pression ni de demande explicite. C'était arrivé simplement, au cours d'une soirée lecture avant de dormir. « Tu repenses au passé ?» demanda Clara en s'approchant avec un plateau de petits fours. « Je pense à tout ce qui a changé », répondit Anne, « et à quel point, d'une certaine façon, c'est mieux que ça ne l'était. » L'année écoulée avait vu de profonds bouleversements pour chacun d'eux. Marc, le milliardaire accaparé par son travail, réorganisait maintenant son agenda en fonction des horaires de la maternelle et des sorties au parc. Anne avait compris que partager son amour maternel ne le diminuait pas, bien au contraire. Et Sophie, réconciliée avec son passé, était devenue une présence affectueuse et stable dans la vie des garçons. « Tata Sophie » appela Thomas, « raconte encore l'histoire du dragon qui avait 2 châteaux. » Sophie sourit et s'assit dans l'herbe avec les jumeaux. C'était un conte qu'elle avait inventé pour eux, où un dragon découvrait qu'il pouvait vivre dans 2 maisons différentes et y être heureux, une métaphore subtile pour aider les enfants à comprendre leur propre situation. Gérard Bennett arriva peu après, chargé de cadeaux et arborant ce sourire fier de grand-père qui ne le quittait pas lorsqu'il voyait ses petits-enfants. « Où sont mes petits aventuriers ?»« Papy !» s'écrièrent les jumeaux, courant vers lui et laissant la lecture de côté. La fête se remplit peu à peu. Des camarades de classe, des amis, des personnes ayant participé à cette histoire incroyable. Philippe Dubois discutait avec d'autres avocats, évoquant comment l'affaire Bennett avait inspiré des évolutions dans les lois d'adoption locales. « C'est l'heure du gâteau », annonça Anne, rassemblant tout le monde autour de la table principale. Alors que les bougies étaient allumées, Marc prit la parole utilisant le micro installé pour l'occasion. « Avant de chanter « Joyeux anniversaire », j'aimerais faire une annonce spéciale, dit-il en adressant un sourire complice à Anne et Sophie, qui étaient déjà au courant.
Aujourd'hui, pour les 5 ans de mes merveilleux fils, j'ai l'immense plaisir de lancer le projet Pont. Les invités se tournèrent vers lui, curieux. Ce projet, fruit d'une collaboration entre la Fondation Bennett et le Foyer Saint-Michel, va transformer l'adoption dans notre région. Notre idée est de construire des ponts entre les enfants et les familles, entre le passé et l'avenir, entre toutes les formes d'amour. Les yeux d'Anne s'embuaient de larmes, tandis qu'elle écoutait Marc expliquer comment leur propre histoire, complexe, atypique mais pleine d'amour, l'avait inspiré à rendre le processus d'adoption plus humain. Et les premiers conseillers de ce projet, poursuivit Marc avec un grand sourire, seront 2 experts de 5 ans qui en connaissent plus sur l'amour inconditionnel que bien des adultes. Thomas et Paul, déjà impatients de manger le gâteau, ne se rendaient pas compte que leur histoire familiale était en train de changer bien plus que leur propre vie. Pour eux, avoir une maman qui les avait toujours aimés, un papa qui les avait choisis et une tata qui les chérissait de près ou de loin, c'était simplement normal. Après les bougies et les applaudissements, alors que les enfants couraient partout et que les adultes discutaient, Anne trouva un instant de calme avec Marc et Sophie. Qui aurait cru, sourit-elle, que ce matin pluvieux d'il y a 4 ans nous conduirait jusqu'ici? Ou cette nuit du colloque, ajouta Sophie avec douceur. Ou ce dimanche au cinéma, compléta Marc. Parfois je me dis que le destin a un sens de l'humour bien à lui. Un cri joyeux retentit. Thomas venait de grimper sur une branche d'arbre basse, sous le regard partagé de fierté et d'inquiétude de ses 3 parents. « Thomas Laurent Bennett !» s'écrièrent Anne et Marc en même temps, accourant pour l'aider à descendre. Le soleil commençait à décliner quand les derniers invités partirent. Les jumeaux, épuisés mais ravis, s'endormirent sur le canapé, entourés de papiers cadeaux et de restes de gâteaux. « Ils ressemblent à des anges », murmura Sophie en ramassant des gobelets jetables. « Seulement comme ça », plaisanta Marc, repensant à leur aventure dans l'arbre. Anne regardait la scène, le cœur débordant d'amour. Leur famille, pas comme les autres, rassemblée autour de 2 enfants extraordinaires, avait trouvé son propre rythme, son équilibre. « Vous savez, dit-elle, je crois qu'on a fait quelque chose d'extraordinaire. On a construit une famille, corrigea Marc, différente, complexe, mais la nôtre. Et parfaite ainsi, ajouta Sophie. Ce soir-là, après que Sophie soit partie et que les jumeaux aient été installés dans leur lit, Anne et Marc s'assirent sur le balcon, partageant un verre de vin dans ce silence complice qui les unissait. « Le projet Pont va changer beaucoup de vies, observa Anne. Comme la nôtre a changé, acquiesça Marc. Tu sais ce qui est le plus incroyable. Pour nos fils, tout cela n'a rien d'anormal. Pour eux, l'amour reste l'amour, peu importe la forme qu'il prend. Dans la chambre des garçons, 2 respirations tranquilles marquaient la fin d'une journée spéciale. Sur les murs, des dessins racontaient l'histoire d'une famille qui avait transcendé les conventions, qui avait choisi l'amour avant tout. Ainsi, sous le ciel étoilé de Paris, cette famille atypique célébrait non seulement un anniversaire, mais la victoire de l'amour sur les préjugés, de la compréhension sur les jugements et de la vérité sur les peurs. Une histoire qui avait commencé sous la pluie, lors d'une rencontre fortuite, avec 2 enfants spéciaux, et qui continuerait à inspirer tous ceux qui croient que la famille est avant tout une affaire d'amour.